L'Assemblée nationale a entamé le débat général sur le projet de loi des finances exercice 2020. À l'invitation de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba en a rappelé les grands axes dont le soubassement repose sur 15 piliers. La mise en œuvre de cet instrument de gouvernance nécessite la mobilisation d'une enveloppe de 10 milliards de dollars américains. Dans l'ensemble, l'intervention à la tribune des députés nationaux, tant de la majorité comme de l'opposition, n'ont servi qu'à livrer les aspects critiquables et les pistes d'amélioration du budget 2020 en termes de recettes et dépenses. Pour mémoire, les principaux piliers comprennent la pacification du pays et la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Autres piliers concernent le renforcement de l'autorité de l'État et la promotion de l'État des droits et de la démocratie. À noter la diversification de l'économie, la modernisation des infrastructures de base, y compris l'amélioration des conditions sociales, sans oublier l'autonomisation des femmes et la promotion de la jeunesse. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a souhaité que le budget sera à mesure de répondre aux nombreuses attentes de la population. Il a parlé de la construction du port en eau profonde, qui est une priorité. Et comme vous le savez, nous, députés du Congo central, nous tenons à l'œil le gouvernement sur ce projet-là de la construction du port en eau profonde. Nous insistons que les grands moyens soient focalisés vers le secteur de l'agriculture, du tourisme et de l'environnement. Nous avons envie de connaître le passif de la République, c'est-à-dire le volume de la dette intérieure, le volume de la dette extérieure, pour ne pas tomber dans les pays pauvres très endettés. Un délai de 48 heures a été accordé au Premier ministre Sylvestre Ilunga pour réagir aux préoccupations soulevées au cours de la plénière de ce lundi 18 novembre 2019. Avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, ils ont évoqué des questions liées à la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba et à la coopération dans la région du Grand Lac. Swangxia a rassuré la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, de la détermination de son institution à accompagner la République démocratique du Congo dans le processus de la recherche de la paix. Aujourd'hui, nous avons une situation encourageante. Comment mobiliser toutes les forces, surtout celles de l'Assemblée nationale, pour booster cette évolution favorable, cet élan encourageant. Au-delà des civilités présentées au speaker de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, le ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo, qui affiche de plus en plus sa détermination à redorer l'image ternie de ces secteurs, est venu plaider pour la reconsidération de la question des fonctionnaires. Aujourd'hui, tout le monde se plaigne du fait qu'il y a un coulage des recettes, il y a des antivaleurs qui se multiplient de plus en plus au niveau des administrations publiques, mais je crois que cette question peut être résolue que si finalement le fonctionnaire est aussi mieux traité. L'honorable Janine Mabunda Lioko a promis d'appuyer ces dossiers parce qu'une bonne partie du personnel de l'Assemblée nationale fait partie de la fonction publique. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette réunion de la 55e session de l'Assemblée parlementaire et 38e session de l'Assemblée parlementaire paritaire des affaires politiques de l'Afrique Caraïbe Pacifique ACP Union européenne, coprésidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Jean-Marc Kabunda Kabound, avec Alex Aguis Saliba, député européen de l'île de Malte. Il s'agit notamment de l'adoption de la résolution sur l'incidence des médias sociaux, l'examen du document de travail sur la démocratie et le respect des constitutions dans les pays de l'ACP et de l'Union européenne. D'autres questions étaient également au menu de ces assises qui étaient axées sur la démocratie et le respect des constitutions dans les pays de l'ACP et de l'Union européenne. Il s'agit entre autres de l'approbation du procès verbal de la réunion tenue à Bucarest en Roumanie le 16 mars dernier et de l'examen de l'avant-projet sur la démocratie et le respect des constitutions dans les pays de l'Union européenne et les pays des ACP, le dialogue politique au titre de l'article 8 de l'accord du Cotonou, ainsi que la date de la prochaine réunion.
Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Jean-Marc Kabunda Kabound, la mise en place d'un état des droits et le respect des constitutions sont fondamentaux pour une stabilité durable dans nos pays post-conflit. L'état des droits peut contribuer au processus de développement et aux réformes en conférant un caractère impersonnel et légitime et, dans une certaine mesure, une stabilité à la structure politique de l'État-nation. En outre, la réforme judiciaire et l'état de droit pourraient se rapporter au développement à travers les concepts plus larges de la gouvernance. Des travaux empiriques ont permis d'établir que la gouvernance produit un effet positif et causal sur le développement économique. Signalons que différentes autres interventions des députés des ACP de l'Union européenne ont enrichi les discussions. Les parlementaires congolais sont décidés de jouer un rôle essentiel dans le partenariat mondial de lutte contre la stigmatisation et la discrimination des victimes du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. C'est à travers la section RDC du réseau des parlementaires francophones. C'était au cours de la réunion de ces réseaux, clôturée par le premier vice-président du Sénat, Samiba Dibanga. Ce dernier a réitéré cet engagement au nom du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. La tenue des dites assises à Kinshasa du 18 au 19 novembre 2019 constitue donc un motif de joie pour notre section de contribuer ainsi aux efforts mondiaux de lutte contre les 3 pandémies. L'importance et l'urgence d'éradiquer d'ici à l'horizon 2030 le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme ne sont plus à démontrer. La clôture de ces assises était aussi marquée par la passation de pouvoir entre les directeurs du réseau et son remplaçant. Il a saisi l'opportunité pour saluer les avancées de la RDC dans la lutte contre la malaria, le paludisme et le VIH-Sida, les 3 maladies les plus meurtrières du monde. Dans les différents exposés, tous étaient unanimes. Il faut lutter contre la discrimination et la stigmatisation en appuyant par les soubassements juridiques. Au niveau de la RDC, il y a eu des progrès en matière de traitement. Le pays a pratiquement doublé le nombre de personnes sous traitement depuis ces 2 dernières années. Les données sont assez claires. Dans un contexte où la discrimination et la stigmatisation est très élevée, la tendance pour les personnes même séropositives, c'est de ne pas aller vers le traitement. Comment réagir en cas de catastrophe ? Comment fera-t-on désormais à regarder la situation que vivent les populations du nord et sud d'Ubangui? Le gouvernement ne doit pas réagir après coup. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba invite à la réflexion les membres du gouvernement responsables des secteurs sociaux associés aux coordonnateurs humanitaires et autres agences internationales pour faire un véritable état des lieux. Prévention des catastrophes en RDC, la gestion par anticipation demeure une réponse efficace. Déjà, pour les cas en vigueur, l'aide s'est organisée. Cette semaine, on va descendre ensemble sur le terrain afin de pouvoir assister tous nos compatriotes qui sont, n'est-ce pas, dans les inondations, qui ont tout perdu. Dans cette équipe-là, on va trouver le personnel de santé, qui vont apporter le premier secours en termes de médicaments. C'est bien de voir le gouvernement qui prend le devant et le leadership sur la réponse, que ce soit son Excellence le Premier ministre, les gouverneurs et les ministres. Et on était là avec les acteurs humanitaires des Nations Unies et internationales pour voir comment on peut travailler ensemble pour soutenir la population. Cette rencontre a aussi abordé la situation des déplacés internes au sud Kivu, les vents violents et déraillements de trains au Tanganyika. 2,4 milliards de personnes vivent actuellement privées d'installations sanitaires. D'ailleurs, l'objectif 6 de développement durable vise à instaurer d'ici à 2030 l'accès général à l'eau et à l'hygiène, de même qu'une gestion durable des ressources en eau. Le 18e anniversaire de la journée des toilettes placée sous le thème « Agir sans oublier personne » pose la problématique de l'accès universel de tous les Congolais à l'eau et à l'hygiène. Le gouvernement congolais a mis en place l'assainissement sanitaire dans les écoles, ce qui réjouit les partenaires dont l'UNICEF. C'est un moment très idéal pour le pays
qui a longtemps souffert avec ses inéquités d'accès à ces services sociaux de base. On ne peut pas s'imaginer les défis majeurs parce que c'est de multiples besoins qui sont énormes pour le pays, surtout pour les écoles, pour les enfants, dans les conditions dans lesquelles ils étudient. Les toilettes sont des espaces d'aisance, mais source des maladies si elles ne sont pas propres, d'où l'interpellation du vice-ministre de l'enseignement secondaire, primaire et technique, Didier Boudimbo, à tous les Congolais, mais plus particulièrement aux écoles qui abritent les élèves à l'assainissement efficace, les élèves étant les plus exposés aux maladies d'origine hydrique et d'autres. Une école sur 5 dans le monde ne dispose pas de toilettes. Un problème qui s'aggrave pour les filles pendant la période de menstruation. Pour la République démocratique du Congo, l'enquête démographique et sanitaire menée en 2013-2014 démontre que près de 15% de la population pratique la défécation en pleine nature. Sensibiliser les grands publics sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire, tel est l'objectif de cette journée. Les travaux de la 5e édition du Forum national de mobilisation du monde du travail contre le VIH-Sida ont été lancés ce mardi 19 novembre 2019 par la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga-Nkoulou, en présence des partenaires traditionnels engagés dans la lutte contre la pandémie du siècle. Placés sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les assises d'écologie se veulent un cadre de concertation pour évaluer les efforts fournis dans la lutte contre le VIH-Sida. Mettre fin à l'épidémie du sida est plus qu'un devoir historique pour les millions de personnes qui sont mortes de la maladie. Les efforts doivent être plus attendus pour atteindre l'objectif 90-90-90. C'est pourquoi nous organisons cette 5e édition sous le thème « Agir pour l'objectif 90-90-90 » face au VIH-Sida dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Au chapitre des interventions, tous ont reconnu la montée vertigineuse du taux de contamination du VIH-Sida avec les bombes miniers dans la province du Lualaba et précisément à Kolwezi, d'où l'engagement de lutter ensemble pour la suppression de la charge virale d'ici 2020. C'est un choix important et c'est une interpellation pour nous. Nous nous sommes engagés et nous confirmons cet engagement en reprenant le fanion, à soutenir cet élan, à poursuivre la lutte dans le cadre de la sensibilisation et surtout à faire participer les responsables des entreprises minières dans l'effort de financement. Pendant 4 jours, les participants réunis au beach Katebi autour de la fraîcheur arrosée par les Lualaba, source du majestueux fleuve Congo, vont réfléchir sur les mesures à prendre pour la mobilisation des ressources en faveur des luttes contre le VIH-Sida dans le milieu professionnel. Au cours de cet entretien entre la ministre d'État des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Wang Zia, il était question des mesures d'accompagnement des Nations Unies du processus de paix et stabilité pour le développement de la région des Grands Lacs. Pour Wang Zia, la RDC constitue la clé des clés dans le dossier des Grands Lacs. La paix étant un élément majeur au développement d'une région, elle doit se conjuguer au quotidien, a-t-il souligné. Il y a cet accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. L'objectif, c'est de vous appuyer, vous accompagner pour voir comment mieux faire la paix et la sécurité, mais l'objectif encore plus important, c'est de voir comment mieux faire le développement. Nous sommes là pour accompagner, pour appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo pour que ce pays et les autres pays clés et la région des Grands Lacs dans son ensemble puissent s'engager dans un processus, dans un cercle de développement vertueux. Le chef de la diplomatie congolaise entend multiplier ces genres de contacts pour la consolidation de la paix, surtout dans la sous-région.
Ces assises ouvertes par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président en exercice de l'Assemblée générale pour l'énergie de pays de Grand Lac, Eustache Mouanzi Mumbembe, s'inscrivent dans le cadre d'une coopération régionale réunissant les Burundi, la RDC et le Rwanda pour l'électrification de la région de Grand Lac. Les défis énergétiques à relever sont énormes. Cette 33e Assemblée générale de l'organisation de la CPGEL pour le gel est un espace idéal pour répondre aux urgences qui s'imposent. Permettez-moi de vous assurer de la volonté de la République démocratique du Congo de faire de son mieux afin que les présentes assises produisent leurs effets maxima pour chacun de nos pays et pour le bien de toute notre coopération régionale dans son ensemble. Après cette introduction, s'en est suivi la présentation du rapport de réunions institutionnelles des experts tenu à Kinshasa du 16 au 18 novembre dernier par le directeur du cabinet aux ressources hydrauliques et électricité, Jean-Louis Kaindo, et la présentation du plan d'action de l'EGEL 2019. Le ministre d'État Eustache Mouanzi Mumbembe a salué la coopération énergétique dans la sous-région de Grand Lac, facteur de la consolidation de la paix et du développement, et conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après, un huis clos a été décrété en vue de l'examen de l'adoption de 10 rapports avant la clôture des travaux. Légèrement touché par la montée des eaux des pluies, mais l'impact peut s'avérer handicapant pour son bon fonctionnement. La centrale hydroélectrique de Moba Imbongo, construite en 1987 et mise en service en 1989 sous l'ère Mobutu, fait face à la montée des eaux. Pour anticiper à un éventuel dysfonctionnement, la SNEL SA a dépêché une équipe composée des ingénieurs pour finalement évaluer l'impact environnemental et entrevoir avec la Banque mondiale la construction des digues de protection en délocalisant les populations des villages environnants. SNEL a tenu à voir quel est l'effet de cette montée des eaux au niveau de ces installations, c'est-à-dire que la montée des eaux affecte tant SNEL que les villages environnants. Alors au niveau de nous SNEL, Dieu merci, la centrale a été bâtie sur un roc et le barrage à côté de la centrale a été dimensionné pour résister contre la poussée des eaux en cas de montée. Donc on peut dire que, bien qu'affectées, les installations de SNEL ne sont pas en danger. Après une année et demie d'arrêt, Moba Imbongo sera remise en service probablement avant la fin de cette année. Les équipes sont déjà à pied d'œuvre à Kinshasa pour relancer cette grosse machine de 11 MW qui alimente Guadolité, la cité de Moba Imbongo, les célèbres Kawele dans la province du Nord Ubangi, y compris de l'autre côté de la rive, Moba Ibanga, en République centrafricaine. Une fois cette étape franchie, la deuxième phase de réhabilitation complète de cette centrale connaîtra l'appui de la Banque mondiale. Elle n'est pas de tout repos. Cette première mission officielle du vice-premier ministre, ministre des ITP, dans la province du Congo central. Wilingo Posunzel a parcouru près de 100 km sur la route nationale numéro 16 de Kisantu à Ngidinga au volant de son véhicule, bravant la pluie et la boue afin de se rendre compte de la fin de travaux de réhabilitation du pont Fidi, long de 51 mètres. Construit en 1954 et saboté par des inciviques depuis quelques années, la remise en état de cet ouvrage sera suivie de l'asphaltage de cette route. La mission était d'abord de remplacer ces ponts. Et comme on a un nouveau pont déjà qui est terminé, naturellement, on va continuer les travaux pour rendre beaucoup plus stable la route, mais l'objectif final, c'est de l'asphalter. Exécutés par l'Office des routes et la CGT, les travaux de réhabilitation de pont Fidi ont duré 7 mois. Dans le cadre du programme de 100 jours, nous avons sollicité d'abord de supprimer les bourbiers. On a commencé en avril, on a terminé en octobre. Avant, pour arriver à Ngidinga ici, les camions faisaient 48 heures. Notons que l'inauguration du pont Fidi par le chef de l'État, prévue incessamment, va apporter un offre de soulagement aux habitants de ce coin après beaucoup d'années de calvaire.
avec la route nationale numéro 16, longue de 400 mètres, complètement réouverte et le pont Fidi en très bon état. Le trafic entre les provinces du Congo central et celle de Kwango, à partir de Kisantu et Ngidinga, devient une réalité. Le partenariat économique entre la République démocratique du Congo et la Pologne prend suffisamment forme depuis l'arrivée à Kinshasa de la délégation d'hommes d'affaires polonais pour une mission de prospection. Au cours de cette journée d'échange économique, les deux parties représentés respectivement par le vice-ministre polonais de l'Environnement et le vice-ministre congolais des Affaires étrangères ont donné corps à ce lien économique promoteur pour le secteur des investissements. Madame le directeur général adjoint de l'ANAPI a rassuré l'Assemblée du meilleur format choisi pour orienter les investissements. C'est un premier contact qui est mis à votre disposition pour les deux parties, que ce soit la partie polonaise, que ce soit la partie congolaise. Et c'est une opportunité pour échanger. Les uns viennent avec leurs propositions, vous avez une contre-proposition. C'est une opportunité qui est offerte par le concours des gouvernements des deux pays et la Chambre de commerce est à l'abri avec le support des différentes ambassades. C'est une opportunité qui nous est donnée de pouvoir échanger. C'est en cela que l'après-midi sera consacré pour un échange là-dessus. Cette journée a été marquée par la signature d'un mémorandum d'accord entre l'Institut polonais de géologie et le Centre de recherche géologique et minière de la République démocratique du Congo. Cet accord consiste à établir une coopération et des relations scientifiques et techniques dans le domaine de géosciences sur base de l'équité, de la réciprocité et dans l'intérêt mutuel des deux pays. Dans l'après-midi, les entreprises polonaises et celles congolaises se sont retrouvées en face pour des discussions approfondies, des rencontres B2B qui ont donné l'occasion à certains hommes d'affaires de conclure de partenariats privé-privé. Bonsoir Jean Robin. Bonsoir monsieur, enchanté. Parlez-nous un peu brièvement du recrutement des étudiants en Afrique. Quelles sont les conditions, mieux les critères de sélection? Eh bien c'est une très bonne question. Le recrutement international des étudiants, ça consiste à venir dans un pays, repérer les étudiants qui ont un projet de mobilité internationale, c'est-à-dire qui aimeraient faire leurs études à l'étranger en quelque sorte, et leur proposer de venir dans notre université par exemple, pour faire une licence ou un master, comme le font, un chiffre important, près de 5 millions de jeunes dans le monde chaque année. Et comment s'est fait la prise en charge dans la pratique? Les critères académiques dépendent des programmes qu'on choisit, évidemment. On n'a pas le même critère si on rentre en fac des sciences ou en fac des humanités. En revanche, au Congo-Brazzaville, comme dans beaucoup de pays du monde, lorsqu'on veut venir étudier en France, il faut passer par Campus France, aller sur la plateforme études en France et faire un dossier pour pouvoir l'envoyer à l'université qu'on a choisie qui va donner un avis pédagogique. Venons-en maintenant au salon pour étudiants que vous organisez ici à Kinshasa pour ce 20 novembre. Qui sont les invités? Pourquoi cette activité ici à Kinshasa? Voilà, donc à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, ce mercredi, donc 20 novembre à partir de 9h du matin, nous accueillons tous les étudiants qui ont envie de réfléchir à un projet de mobilité pour venir rejoindre notre université, l'Université catholique de l'Ouest à Angers, à peu près à 400 km de Paris. Et nous organisons ce moment avec les parents qui voudront bien venir pour leur répondre à toutes les questions, leur expliquer comment on fait pour avoir un visa étudiant, comment il faut respecter la démarche Campus France, comment Maître Claude pourrait les aider à monter ce dossier, répondre aux questions les plus importantes comme les plus simples, par exemple mon enfant, où est-ce qu'il va loger, qui va s'occuper de lui quand il va arriver à l'aéroport. Eh bien toutes ces questions, nous allons y répondre pour bien anticiper et préparer la venue de ces futurs étudiants pour la rentrée de 2020. J'en profite pour dire que nous avons déjà de nombreux étudiants congolais de Kinshasa qui sont déjà dans notre université, qui sont arrivés en septembre 2019 et qui vont très bien. Merci Jean Robin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable du recrutement international au sein de l'Université catholique de l'Ouest à Angers en France. Merci beaucoup. C'était un plaisir, merci à vous. Merci. Son itinérance dans l'Est de la République démocratique du Congo a franchi un nouveau cap. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, Patient Saïba Tamboué, a entamé le Sud Kivu par la ville de Bukavu, qu'il retrouve 5 ans après. Avec le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabi Djekassi, c'est une retrouvaille entre vieux amis.
Le premier était directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale et le deuxième, directeur régional de l'Office de gestion du fret multimodal. La République ayant confié à chacun de nouvelles charges, il s'y emploie avec patriotisme. Civilité terminée, le directeur général de l'OGFREM a réuni les directeurs provinciaux de la Direction générale de douane et accises, de l'Office congolais de contrôle et de l'Office de gestion du fret multimodal pour leur communiquer la synergie d'action décidée au niveau de leurs directions générales respectives. Sans répit, Patience Saïba Tamboué a organisé une réunion avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, section Sud Kivu, conduite par Joyeux Baïdi Kamirindi. Au terme d'un échange enrichissant sur les fiches électroniques de renseignement à l'exportation ferreux et l'attestation de destination AD, la FEC a fait beaucoup d'intéressantes propositions. Patience Saïba Tamboué a révélé une autre facette de l'importance de la fiche électronique de renseignement à l'importation ferry. J'ai donné ici un exemple concret d'un opérateur économique, c'est une dame, mais pour avoir demandé à son fournisseur étranger de souscrire à la ferry à l'origine, ça lui a permis de récupérer sa marchandise d'une valeur de 182 000 $. Bien avant, le directeur général de l'OGFREM avait visité les locaux de la direction provinciale du Sud Kivu, qu'il a créé à son arrivée en juin 2006, comme chef d'antenne du Sud Kivu. La ville de Likasi est la deuxième étape de la visite d'inspection du président du conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles placé de Chisumpacha Katumba dans la province du Haut-Katanga. 2 temps forts ont marqué la visite dans cette entité territoriale décentralisée. D'abord, l'inspection du laboratoire de Lucha Bungu Bungu, dont la spécificité et les essais ou analyses physico-chimiques des produits miniers. Après s'être imprégné du fonctionnement, de la qualité des équipements et du personnel de ces labos, l'honorable Placide Chisumpacha Katumba a eu un échange franc avec les agents et cadres sur leurs prestations et les rôles que l'OCC est appelé à jouer en République démocratique du Congo. Je suis heureux d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale que le laboratoire de Lucha est bien équipé pour répondre à la sollicitation de tous les miniers, toutes les sociétés minières, pour faire certifier leur quantité, leurs produits miniers. Et je viens de m'adresser au personnel de l'agence de Likasi. J'ai demandé à ces agents de pouvoir se mettre au travail, de respecter les procédures dans le traitement des dossiers. Le PCA de l'OCC, l'honorable Placide Chisumpacha Katumba, s'évertue à appliquer l'article 7, alinéa 1er de la loi du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics qui demande au conseil d'administration de contrôler ces services publics de l'État congolais. Les moments de stagnation passés place à la redynamisation de ces cadres formels. La plénière du groupe thématique genre qui regroupe les gouvernements de la République, le point focal genre de chaque ministère, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les secteurs privés et certaines institutions d'appui à la démocratie s'est réunie mardi 19 novembre 2019 pour l'exercice habituel, celui d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de promotion des droits des femmes, des enfants, des familles et de l'égalité des sexes. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, a reconnu les efforts consentis ensemble dans l'harmonisation des actions sectorielles. S'agissant de la lutte contre les violences basées sur les genres, que le ministère du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, a amorcé depuis 2015 le processus de la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Ce processus se trouve actuellement en phase finale avec l'intégration des recommandations et observations de l'évaluation des 10 ans de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres et l'appel à l'action pour la lutte contre ces violences en situation d'urgence humanitaire. Devant d'autres partenaires, à savoir l'ONU Femmes, l'UNESCO, l'UNFP et tant d'autres, l'ambassadeur du Canada, coprésident de 1+1, avec beaucoup de subtilité, a apprécié à juste titre l'implication des hommes dans cette démarche. L'engagement est pris, les parties prenantes se sont mis d'accord pour relancer la fréquence des réunions de façon régulière.